Bonjour et bienvenue à vous, chers amis, chères étudiantes, chers étudiants. Votre prof, Jean-François Sénéchal, bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme. Comment ça va, toi, ce matin, en ce beau lundi matin bien pluvieux, bien d'automne, bien sombre? Bienvenue à ton podcast, notre rencontre. On prend un café ensemble. En fait, j'ai un café avec moi. C'est ça ma routine du lundi matin. Je me sers un café, puis je vous parle de notre cours de demain. Moi aussi, ça me prépare pour le cours de demain. On lâche pas dans le cours éthique et professionnalisme. C'est le dernier droit, là. Ça achève. On lâche pas. Il vous reste trois modules, puis ça inclut ce module cette semaine. Et en fait, il vous reste ces trois modules. Il vous reste le TP2, évidemment. Compléter, puis l'examen final, puis après, ce sera Noël, puis vous aurez le temps de vous reposer. D'ailleurs, avez-vous entendu vos premières tunes de Noël? Moi, c'est fait, là. Écoutez, on est le 11 novembre, puis vendredi dernier, on était le 19, 8. On était le 8. Puis, à la bibliothèque Zone, j'ai entendu ma première tune de Noël. Sachez-le, ça s'en vient. C'est un bel indice pour vous, là, dès que vous entendez des tunes en fait, plus vous entendez des tunes de Noël, plus vous vous rapprochez de votre examen final. C'est comme ça que vous pouvez le voir. Puis, cette semaine en studio, la formule, je suis de retour tout seul. J'ai personne avec moi en studio. Juste toi et moi. Ezoubou-Mafou. Je sais pas si vous avez la ref, là, mais voilà, ça fait poum dans mon cerveau dès que j'ai dit toi et moi. Anyway, on entre dans les sujets de la semaine. Cette semaine, c'est le module 10. Deux sujets principaux cette semaine. On va voir on est dans notre module psychosociologique. Là. On va voir deux pressions importantes exercées sur vous. La pression d'autorité et la pression de groupe. Hein, deux forces systématiques et organisationnelles importantes qui peuvent influencer plusieurs de vos prises de décision. Hein, la force exercée sur toi par l'autorité, toutes les différentes formes d'autorité qui t'entourent, et la force exercée par tes collègues, hein, sur ceux qui t'entourent, sur toi. Premier sujet, ce sera le rapport, on va voir ça en classe. En fait, la pression d'autorité, on va l'avoir à la toute fin du cours, mais ça fait partie des sujets. Est-ce que tu es soumis à l'autorité? Est-ce que tu contestes l'autorité? En fait, c'est quoi ton rapport avec les différentes formes d'autorité autour de vous? Peut-être, il y aura peut-être une réflexion à vous là, sur votre rapport parental. Là. Ça fait partie des figures définitives, là, des figures importantes qui définissent notre rapport à l'autorité. Et deuxième sujet, c'est votre rapport aux autres, je dirais à vos semblables, au groupe. Est-ce que vous avez tendance à vous conformer au groupe? Est-ce que vous avez tendance à contester peut-être les différentes pressions groupales? C'est ce qui vous attend demain, deux belles failles, deux belles fragilités humaines. Ça parle de notre rapport à l'autorité, de notre rapport aux autres. Deux grandes failles et dans la suite, en fait, ces failles s'inscrivent dans la suite de failles que j'avais identifiées pour vous en début de session. Rappelez-vous, j'avais parlé de votre tendance. En fait, il y en avait 5, je vous annonçais ça au début de la session. Notre tendance à surestimer notre propre intégrité morale. Rappelez-vous, on avait vu ça au module 3. Notre tendance à tricher pour de bonnes et moins bonnes raisons. Puis ça, on a vu ça aussi au module 3. Notre tendance à privilégier nos propres intérêts personnels. Ça, c'est le module 9. C'est notre dernier module sur le conflit d'intérêts. Dans ce module 10, ce que je veux voir, c'est notre tendance à... En fait, nous avons tous et toutes tendance, puis là, je m'inclus là-dedans.
on a tendance à se plier à l'autorité, hein, peu importe ce que la figure d'autorité nous demande de faire. Et attention, moi, toi et Zouboumafu, on a tendance à adopter les comportements de nos collègues. Peu importe ce que ce comportement, même si ce comportement des fois contredit nos propres valeurs. Voilà, hein, les différentes failles. Puis ultimement, mon but en vous présentant ces différentes failles, c'est à la fin du cours, pas juste ce module, là, mais à la fin du cours éthique et professionnalisme, idéalement, j'aimerais ça que vous soyez capable de reconnaître ces failles. Reconnaître que vous êtes aussi fragile, que ces failles vous concernent. Puis idéalement, que vous devez trouver des solutions, non seulement des solutions personnelles, mais des solutions aussi organisationnelles pour éventuellement vous permettre d'exercer de façon honnête et intègre. C'est ça l'objectif, là. Puis dépasser ou colmater ces failles. Je vous invite à être là demain en classe, mardi. Si vous n'êtes pas en classe, mais consultez l'enregistrement de cours. On va approfondir ces thèmes. Puis déjà, dans ce podcast, je me permets de vous présenter les principaux thèmes de ce module 10. Puis vous me connaissez, je vais en faire un résumé. Encore une fois, c'est un peu dense, ces podcasts, là, je le vois. Mais ça permet de vous transmettre au moins une première fois plusieurs parties importantes du cours. Commençons déjà par le premier thème. Je vous parlais de la soumission à l'autorité. Dans ce cours, en fait, c'est dans la dernière partie du cours de demain, on va explorer ce thème. Les différentes figures d'autorité. Le patron. Le patron, ça sera notre figure archétypale préférée pour cette partie-là, là. Mais on va parler aussi d'autres formes d'autorité, c'est-à-dire que il y a des autorités un petit peu plus subtiles, hein, le droit, la morale, le marché économique, tout ça, ça exerce une certaine forme d'autorité sur vous. Le système professionnel, votre code des professions, ça aussi, ça en est des figures d'autorité. Les personnes qui vous entourent, qui sont en position de pouvoir, votre prof, moi, je suis une figure d'autorité. Puis j'exerce sur vous une influence. Vos parents, la science est aussi une différente forme d'autorité. On va parler de ça dans le cours de demain. On va essayer d'explorer dans quelle mesure toi, parce qu'on parle de toi aussi dans ce cours, dans quelle mesure toi tu as tendance à te conformer, à te soumettre à l'autorité. Toi, est-ce que tu as déjà défié l'autorité? Hein? C'est quand la dernière fois que tu as dit non à un patron, à un parent, puis comment ça s'est passé, puis c'est quoi tes stratégies, c'est quoi tes réflexes lorsque l'autorité te demande de poser un geste? Est-ce que si tu as de bonnes raisons de contester l'autorité, est-ce que tu le fais? Ou est-ce que tu te tais? Parce que dans votre profession, on va le voir en classe, là, vous aurez plusieurs situations où on vous placera dans des situations où vous devrez servir l'autorité en place, mais parfois poser des gestes nécessaires pour rester libre, autonome face à ces différentes pressions d'autorité. Aussi, on va regarder des situations où vous devrez exercer l'autorité. Ça aussi, c'est important. Il faut y penser un peu, là. Plusieurs visent des professions, mais souvent, étant donné que vous faites partie d'autres professionnels, étant donné votre statut, votre éducation, vous risquez de vous retrouver dans des positions d'autorité. Puis connaître, explorer les pressions d'autorité, c'est aussi comprendre ou mieux comprendre la pression que vous allez exercer sur les autres, que vous le sachiez, que ce soit vos intentions ou non. Je le sais, je suis comme vous. Moi aussi, j'aime ça, me croire indépendant, autonome et libre. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que toi, tu es capable de résister à l'autorité? Dans le cours, on va voir que statistiquement, pas vraiment. C'est-à-dire que les études que je vais vous proposer, c'est les expériences de 1000 grammes. Vous avez sûrement déjà vu ça, peut-être. Sinon, demain, ce sera une occasion de les voir, sinon de revoir ces expériences de 1000 grammes, puis de replonger dans ces expériences pour
réfléchir de nouveau là, à ces pressions d'autorité, à leurs manifestations les plus spectaculairement dramatiques. C'est ce que je vous propose demain. Vous proposez que vous démontrez surtout que non, vous avez tendance à vous conformer à l'autorité. Hein? Vous avez tendance à exercer ce que l'autorité vous demande de faire. Je le disais un peu plus tôt, c'est un beau module aussi, une partie de module pour réfléchir sur votre propre rôle lorsque vous êtes en position d'autorité. C'est intéressant d'y réfléchir à votre âge, dans votre situation, parce que là, pour l'instant, vous êtes souvent soumis à différentes figures d'autorité autour de vous, mais déjà, il faut se préparer au contraire, à la position, la contrepartie de cette position, c'est-à-dire exercer l'autorité. Hein? Comment allez-vous exercer votre autorité? Vous allez voir dans le cours de demain, sachez-le, là, si vous êtes en position d'autorité ou si vous êtes soumis à l'autorité, la plupart des personnes, là, lorsqu'on exerce, et vous en faites partie, et j'en fais partie aussi, quand une personne en position d'autorité exerce une vraie pression d'autorité, ce qui se passe, c'est que la personne va exécuter ce que la personne en position d'autorité lui a demandé de faire. Et peu importe ce que la personne lui demande de faire. Puis ça, mais ça vous oblige à réfléchir aussi à comment vous allez exercer votre autorité parce que, sachez-le, ce que vous allez demander, peu importe ce que vous allez leur demander, les gens vont le faire. En fait, ils vont faire plus que ça. Ils vont même exercer ce qui semble vous plaire. Donc, tout ce que vous exigez, tout ce que vous semblez exiger d'eux. Puis certains sont même prêts à contredire leurs propres idéaux, leurs propres volontés. Et j'ajouterais leurs propres désirs. Donc, soyez prudents dans l'exercice de ce rôle. Soyez prudents lorsque vous serez en position de soumission à l'autorité et lorsque vous serez en position d'exercer une pression d'autorité sur celles et ceux qui vous entourent. Autre thème, demain en classe, tiens, je vais peut-être en dire un peu plus dans ce podcast. On va parler des pressions groupales. Puis dans cette partie de cours, en fait, on va consacrer peut-être les 2 premières heures du cours demain à parler de cette tendance-là, la tendance à faire ce que tout le monde fait. Hein, notre comportement, se fondre au groupe, là, ça, c'est une pression sociale importante. Puis on est des êtres sociaux. On a besoin des autres. On a besoin de leur appui, de leur assentiment. Puis, comme être social, ça entraîne toutes sortes de problèmes. Hein. C'est une force psychosociale importante. C'est difficile de savoir dans quelle mesure ça dépend de notre psyché ou ça dépend de la culture dans laquelle... c'est pour ça qu'on parle de psychosocial. C'est parce que c'est difficile de savoir exactement pourquoi on se conforme au groupe. Est-ce que ça vient du fin fond de notre psyché individuelle ou ça vient de notre culture, du fait que nous avons été éduqués dans cette culture? Pourquoi on a tendance à à se fondre au groupe? Puis ça te concerne, ça me concerne. Toi, est-ce que tu as tendance à te fondre au groupe? Comment tu te comportes, tiens, sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu dis comme tout le monde? Est-ce que tu te tais dès que tu as l'impression que la majorité du groupe pense différemment de toi? Est-ce que tu es du genre à être capable de défier le consensus? On aimerait ça, être cette personne-là, mais concrètement, est-ce qu'on le fait? Est-ce que tu as déjà essayé ça, toi, d'essayer de tenter de convaincre un groupe qu'il se trompe? Hein, essaye ça aujourd'hui. Va-t'en sur un groupe Facebook ou un groupe Instagram là, de passionnés de plantes ou de fans de Lionel Messi ou de végétarisme, de soccer. Puis dites sur un de ces groupes là, qu'ils ont tort. Là. Vous voyez qu'ils s'en vont dans une direction. Là. Peu importe les débats, il y a toujours ça. Là. Il y en a un beau débat en ce moment là, avec
le documentaire Alpha. Avez-vous vu ça? Allez sur l'un des groupes fans de ce genre de discours ou contre-discours, évidemment, puis allez dire sur un de ces groupes, pour vous amuser, qu'ils ont tort. Non, faites pas ça, là. Vous allez voir que ça peut vite déraper, mais ça fait partie des vrais défis concrets de l'exercice de la profession. C'est que souvent, dans vos nouveaux groupes, qui seront des groupes de travail, vous devrez parfois contester le consensus, contester l'opinion groupale, ce qu'on appellera dans le cours la pensée de groupe. Ça fait partie des thèmes qu'on va aborder dans ce module 10, la pensée groupale, la pensée de groupe. Notre tendance à nous fondre au consensus. Puis c'est une réflexion importante, ce que je disais, parce que dans l'exercice de votre profession, ben, vous devrez contester le groupe, les opinions parfois majoritaires. Puis pourquoi vous devrez faire ça? Ben parce que vous avez un autre rôle. Hein? C'est-à-dire que vous êtes aussi là, pas juste pour vous fondre au groupe, vous êtes aussi là pour défendre des fins, des visées qui n'en ont rien à cirer du nombre ou de l'opinion majoritaire. Vous êtes là pour défendre la science. Vous êtes là pour défendre les faits, les lois, les normes. Ces faits, cette science, ces normes-là, n'en ont rien à faire que la majorité ont une opinion. Là. Hein? Parfois, la science, c'est un bon exemple. Parfois, il faut dire, je le sais que vous pensez tous ça, mais désolé, mais la science dit le contraire, ou l'expérience, ou mes connaissances en génie nous disent le contraire. Parfois, il faut le faire dans certains groupes, défendre la raison, la logique, la rigueur. Ça doit parfois s'imposer, et notamment lorsque le consensus ou la majorité fait fausse route. Hein, ça prend parfois, puis ça sera votre rôle parfois de dire le contraire. Puis, pour explorer ce que je vous ai proposé en classe dans ces 2 premières heures, c'est d'explorer les travaux d'Irving Janis. Irving Janis, c'est un bon vieux psychosociologue. Il s'est intéressé à justement cette pensée groupale-là. Lui, ce qui l'intéressait, c'est regarder. Il examinait des décisions qui ont été prises en groupe, mais qui ont mené à des catastrophes. L'exemple qu'on va voir en classe, là, c'est l'explosion de la navette Challenger. C'est une décision catastrophique, l'explosion de la navette Challenger, puis ça s'explique. Puis quand on regarde qu'est-ce qui a précédé l'explosion de la navette, il y a des symptômes. Hein? C'est ce que Irving Janis tente de démontrer dans ses études. Il y a des symptômes. Cette pensée groupale-là, ça n'arrive pas comme ça, subitement et par magie, là, ça se développe. Il y a des symptômes, puis il faut être attentif à ces symptômes. Puis si on est assez attentif, peut-être qu'on sera capable de contester cette pensée groupale, puis éventuellement d'éviter les catastrophes. Hein, c'est ça le but. Dans les symptômes spécifiés par Irving Janis, il y en a plusieurs. Il y a 3 catégories. Première catégorie, il parle de la surestimation du groupe. Donc ça, c'est une belle tendance. Non seulement on surestime individuellement, on a tendance à penser que notre éthique est meilleure que celle des autres, mais notre groupe aussi a tendance à se surestimer. On parle d'illusion, d'invulnérabilité, hein, notre tendance à croire que le groupe a moins de chances de se tromper que n'importe quel autre groupe. Deuxième symptôme, il parle de la croyance en la moralité inhérente du groupe. Hein. Notre tendance, non seulement on pense qu'on est nous-mêmes individuellement détenteurs de la morale ou du bien, mais on pense aussi que notre groupe est plus moral que les autres. Hein. Puis là, pensez au débat, n'importe quel débat là, sur les réseaux sociaux, on a ça aussi à l'œuvre. Je vous invite peut-être à garder cet exemple-là en tête. Là. Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Irving Janis nous dirait n'importe quel nouveau groupe, vous créez un nouveau groupe là, sur Facebook ou n'importe quel réseau social,
Vous allez voir, là, il y a des symptômes qui vont rapidement se développer. Le groupe a l'impression qu'il se trompe moins que les autres. Donc, premier symptôme, illusion d'invulnérabilité. Deuxième symptôme, le groupe va finir par se penser détenteur du bien, puis que les autres sont le mal incarné. Donc, deuxième symptôme, c'est ce qu'il veut dire là par la croyance en la moralité inhérente du groupe. C'est sa façon de le formuler. Donc, ça, c'est le premier, lorsqu'on parle de la pensée groupale, c'est le premier regroupement de symptômes. C'est l'idée qu'on surestime le groupe. Deuxième groupe de symptômes, ici Janice parle de la fermeture d'esprit. Donc, premier groupe, le groupe se surestime, puis ensuite, deuxième groupe de symptômes, le groupe se ferme tranquillement. Hein? Il va se fermer tranquillement aux idées externes. On va se trouver, premier symptôme, il parle de rationalisation. C'est l'idée que le groupe va s'inventer toutes sortes de stratégies, de faux arguments pour défendre ce qu'il pense. Puis là, ici, vous pouvez entendre dans ces groupes-là, toutes sortes d'arguments irrationnels ou fallacieux. Là, ici, pensez à n'importe quel sophisme ou entrave au dialogue là, que vous avez vu au cégep. Là. C'est ce qui se passe sur la plupart des groupes sur les réseaux sociaux. C'est la pensée qui manque de rigueur, puis qui se donne des raisons, qui se conforte dans de mauvaises raisons ou dans de mauvais arguments, puis des arguments qui prennent l'apparence de la raison, mais qui sont irrationnels. Deuxième symptôme, on est toujours dans cette deuxième grande famille de symptômes. Ici, Janice parle du stéréotype à l'égard d'autrui. Ça aussi, peut-être que vous l'avez remarqué sur les réseaux sociaux. C'est notre tendance à attribuer aux membres du groupe, de notre groupe, des qualités, puis à ceux qui sont externes, des défauts. Ça, c'est plutôt typique. Ici, Janice parle du stéréotype à l'égard d'autrui, c'est ce qu'il veut dire. Et enfin, troisième famille de symptômes. On parle toujours des symptômes qui peuvent mener à des décisions catastrophiques. Là. Donc, si c'est un réseau social, c'est pas grave, mais si vous êtes en train de discuter pour prendre une décision importante, là, c'est important de contrer ces différents ou d'identifier ces symptômes. Troisième grande famille de symptômes, Janice parle du renforcement du conformisme. Donc, non seulement le groupe a tendance à se surestimer, à se fermer aux idées externes, mais troisième, il va renforcer son conformisme, c'est-à-dire que le groupe se surestime de plus en plus et se ferme de plus en plus. Là, ici, on parle des symptômes comme l'autocensure. Avez-vous déjà remarqué ça autour de vous, là? Les personnes se censurent, mais se censurent elles-mêmes. Puis pourquoi? Parce qu'elles ont l'impression que leurs opinions se distancent ou ne concordent pas bien avec le consensus. On va voir d'autres symptômes, des pressions directes, notre tendance à essayer de faire taire justement ceux qui dévient du consensus. Vous allez voir ça aussi sur les réseaux sociaux, mais ça va se passer aussi dans n'importe quel conseil d'administration où vous tentez de prendre une décision délicate. Là. Autour de la table, il y en a qui vont commencer à se taire. Ceux qui ne se taisent pas, on va s'arranger pour les faire taire. Tout le débat autour des whistleblowers, là, donc des tireurs de sonnettes d'alarme, ça fait partie du défi. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui, pour de bonnes raisons, se mettent à critiquer le consensus? C'est ça, un tireur de sonnette d'alarme. C'est ça qui va vous énerver. Un tireur de sonnette d'alarme, là, on le célèbre lorsqu'il sort dans les médias après 5 ans de dépression. Là. Mais au moment où il se met à contester, vous avez peut-être déjà vu ça, là, au cœur d'un groupe bien fermé et bien uni, là, le sort qu'on réserve aux personnes qui se mettent à critiquer le consensus, à poser trop de questions. On est souvent assez dur envers ces personnes-là. Autre symptôme, ici, Janice parle de l'illusion d'unanimité. Mais c'est notre tendance à croire qu'il y a consensus alors qu'il n'y a pas consensus.
Hein, c'est une illusion, là. Il y en a plusieurs qui se sont tus. Il y en a qu'on s'est arrangé pour qu'ils se taisent. Puis à la fin, on dit, on a un beau consensus. Hein, une décision prise à l'unanimité. Non. Hein, il y en a qui se sont tais, qui se sont tus plutôt. Puis il y en a qu'on s'est arrangé pour qu'ils se taisent. Et on a peut-être unanimité, mais ce n'est qu'illusion. Hein, illusion d'unanimité. Et dernier symptôme, uniformisation par les gardes de l'esprit. Belle expression de Irving Janis, mais ce que ça veut dire, c'est ce que vous avez remarqué sur les réseaux sociaux. Ce sont des outils systémiques qui effacent des traces, des contestations du consensus, qui nous préservent des opinions contraires. Ça existe plutôt à l'échelle des réseaux sociaux, hein, les algorithmes là, qui nous protègent, qui nous enferment qui protègent notre ego là, des critiques externes, puis qui nous enferment dans des chambres d'écho ou des chambres de résonance. Vous connaissez maintenant ce genre d'expression. Mais ça existe sur les réseaux sociaux, mais ça existe aussi dans la vraie vie, là. Dans une réunion syndicale, un conseil d'administration, un groupe de travail. Ça existe. Ça aussi, là, des procédures qui nous protègent des critiques, qui protègent le consensus, qui finissent par nuire à des critiques externes. Ça existe, ça, des personnes concrètes qui tentent d'effacer tout ce qui pourrait nuire au consensus. Et ici, Irving Janis appelle ça uniformisation par les gardes de l'esprit. C'est ce qu'il veut dire. Une belle expression, là, mais ce qu'il désigne, c'est ça, là. Notre tendance à créer des outils qui effacent les traces ou qui nous préservent de toute forme de contestation du consensus. On aime ça sur les réseaux sociaux, être dans de belles bulles où tout le monde pense pareil, puis où il n'y a pas trop de chicanes. Puis dans la vraie vie, c'est exactement ça aussi, là. N'importe quelle discussion où vous êtes plusieurs à débattre, ça se peut que ça mène à ce genre de tendance. Et on se retrouve avec donc 8 symptômes. Je rappelle, 8 symptômes. S'il y a ces symptômes, il y a risque important qu'une décision catastrophique soit prise. Et tout ça, c'est des symptômes qui sont liés à des comportements groupaux. Je vous les liste une dernière fois. Illusion d'invulnérabilité, croyance en la moralité inhérente du groupe, rationalisation, stéréotype à l'égard d'autrui, autocensure, pression directe, illusion d'unanimité et uniformisation par les gardes de l'esprit. Puis je les ai regroupés en 3 catégories. Le groupe se surestime, le groupe se ferme et 3, renforcement du conformisme. C'est dense, je le sais, c'est à l'audio. J'ai tenté de vous rendre ça digeste à l'audio, mais on fait juste les explorer une première fois. On les reverra en classe. Visuellement aussi, vous allez voir que c'est facile à distinguer. Ça fera partie de nos 2 principaux sujets de ce module 10. On parle de pression d'autorité et de pression de groupe. 2 forces importantes qui seront exercées sur toi, hein, puis qui peuvent t'éloigner de tes propres valeurs, qui peuvent t'éloigner des valeurs de ta profession. Puis, je le disais, à la fin de cette exploration de ces différentes failles, le but, c'est que vous ayez atteint les objectifs du module 10. D'ailleurs, les objectifs du module 10, tiens, je vous permets de vous les citer. Identifier les forces et failles d'une décision prise en groupe. Hein, là, ici, c'est les symptômes de la pensée de groupe. Vous devrez être capable de les expliquer, de les identifier. En classe, on va voir aussi des pistes de solutions pour éviter les principaux symptômes de la pensée de groupe. On voit ça demain en classe, ce sera dans la 2e heure du cours. Et d'identifier les difficultés d'exercice du jugement professionnel découlant de votre rapport à l'autorité. Le rapport à l'autorité, ce sera dans la 3e heure du cours. Et c'est ce qui vous attend
dans ce module 10. Un beau module, super stimulant, concret. Psychosociologie, c'est toujours fascinant d'explorer ça. Comment on se pense unique, on se pense différent. Puis finalement, on se rend compte qu'on est assez humain, qu'on réagit assez souvent de la même manière que celles et ceux qui nous entourent. Voilà, c'est tout pour cette semaine dans ce podcast. On se revoit demain en classe, sinon ici en podcast la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, bye bye. OK, l'indice cette semaine, ce sera quelques symptômes de la pensée de groupe. J'en ai nommé 8 symptômes de la pensée de groupe. Nommez-moi comme indice cette semaine 3 de ces symptômes. Déjà, là, ça vous permettra de les identifier, de les recenser, puis d'en apprendre au moins 3, puis de vous exercer à les écrire en m'envoyant tout ça par courriel. Donc, l'indice cette semaine, 3 symptômes parmi les 8 symptômes de la pensée de groupe d'Irving Janis. Allez, bye bye!